mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien oui, un petit changement de programme. Ce matin, nous avons quelques difficultés à entrer en contact avec Elie Lalouf, député du parti Koulanou, président de la commission des affaires sociales, du travail et de la santé de la Knesset, avec lequel nous voulions discuter de cette crise politique. Mais je suppose qu'il a été extrêmement sollicité, on va dire, au cours des dernières 24 heures. Alors peut-être qu'on peut lui accorder un petit peu de repos. Peut-être en attendant, nous allons vous présenter cette revue de la presse et des médias israéliens, une revue de la presse qui sera essentiellement consacrée justement donc à cette crise politique, à la fin de cette crise politique qui a menacé au cours des derniers jours la coalition gouvernementale. Vous le savez, finalement, eh bien, il n'y aura pas d'élections anticipées en juin prochain, comme l'avaient déjà prédit de nombreux observateurs au cours des 2 derniers jours. Binyamin Netanyahou est parvenu à conclure un nouvel accord cadre avec les différents partenaires de sa coalition. La loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot a été votée hier soir en première lecture ou en lecture préliminaire avec l'opposition d'Israël Beitenou, mais sans comme conséquence de limogeage de la ministre de l'intégration Sofa Landwehr, qui elle aussi a voté contre cette loi qui dans l'absolu aurait dû être limogée par Binyamin Netanyahou, mais cela fait donc partie de cet accord de coalition conclu entre Netanyahou et Avigdor Lieberman. Il faut souligner qu'également que cette loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot sera modifiée dans les prochaines semaines, en particulier pendant les vacances parlementaires qui doivent débuter en fin de semaine, et ce, en fonction des desiderata et des recommandations de l'armée israélienne, comme le souhaitait donc Avigdor Lieberman. La loi sur le budget de l'État pour l'année 2019 devrait être votée dès aujourd'hui, en tout cas ce soir, et probablement jusque pendant toute la nuit, en seconde et troisième lecture, cette fois comme le souhaitait un autre partenaire de la coalition gouvernementale, Moshe Kahlon, le ministre des Finances. Et la loi sur la nationalité, elle a été votée hier en première lecture à l'initiative du président de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, Avi Dichter. C'est là donc la quintessence de cet accord qui devrait permettre de restaurer le calme au sein de la coalition après une dizaine de jours extrêmement tumultueux. Et ce matin, de nombreux commentateurs analysent cet accord, mais certains, comme Michael Shemesh, le correspondant politique de Reshet Bet, la radio israélienne, indiquent que ce qui par-dessus tout a poussé ou aurait poussé le Premier ministre Netanyahou à renoncer à des élections anticipées, eh bien, c'est un front religieux formé par le foyer juif de Naftali Bennett et le parti Chasse d'Aryeh Deri qui se seraient opposés, quoi qu'il advienne, à voter la loi de dissolution du Parlement. Et donc le Premier ministre n'aurait pas disposé d'une majorité pour dissoudre la Knesset, et c'est probablement l'un des leviers de pression qui ont permis à Binyamin Netanyahou, qui ont conduit Binyamin Netanyahou à aller vers un accord en particulier donc avec Avigdor Lieberman, son ministre de la Défense. Aryeh Deri et le parti Chasse ne voulaient absolument pas d'élections anticipées, alors que cette formation risque de ne pas passer le seuil d'éligibilité comme l'ont stipulé les derniers sondages rendus publics avant-hier soir. Dans le Israël Hayom, qui titre en manchette « Accord à la place d'élections », Amnon Lord affirme ce matin que c'est l'intérêt public qui l'a emporté. Lieberman et Netanyahou sont parvenus à la conclusion que l'opinion publique ne voulait pas du tout aller vers des élections anticipées et qu'elle n'aurait pas pardonné à ceux qui auraient été responsables d'une anticipation de ce scrutin, de ces élections législatives qui, dans l'absolu, doivent se dérouler en novembre 2019, c'est-à-dire dans plus d'1 an. Gidon Alon, lui, revient toujours dans le Israël Hayom sur ces 24 heures d'incertitude à la Knesset, les 24 heures qui ont précédé la conclusion de cet accord, afin que les discussions puissent satisfaire tous les partenaires de la coalition. Et il souligne que l'accord accorde au parti de Lieberman, Israël Beitenou, le droit de présenter après la rentrée parlementaire, après Pessah, donc un projet de loi national sur l'enrôlement des élèves des yeshivot qui sera basé sur une proposition de Tzahal. Ce sera donc un mixte de ce projet de loi présenté par les orthodoxes et du projet de loi que souhaite promouvoir Avigdor Lieberman. Michael
Israël Tourfeld, lui, explique dans son analyse que la crise de ces derniers jours a dévoilé la faiblesse de l'opposition et le journal de mettre en exergue les critiques acerbes adressées hier soir à la tribune de la Knesset par Binyamin Netanyahou à cette même opposition. Avouez-le, je vous ai enlevé une épine du pied, je suis heureux de vous voir retrouver un peu de vos couleurs après que vous ayez redouté la tenue d'élections anticipées, a lancé M. Netanyahou à ses adversaires politiques. Dans le Maariv, Oudi Segal adresse un bilan de cette crise. Il dresse un bilan de cette crise. Binyamin Netanyahou reste l'homme fort de la classe politique israélienne, mais il faut bien avouer que c'est lui qui a dû céder en premier. Lieberman est resté solide et droit durant toute la crise. Quant aux travaillistes, il souffle un petit peu après avoir redouté l'arrivée des élections anticipées alors qu'ils sont eux-mêmes en pleine débâcle. Mais finalement, au bout du compte, les enquêtes contre Binyamin Netanyahou vont se poursuivre et rien ne pourra y changer. Dans le Haaretz, Yossi Werther écrit ce matin, Netanyahou se présente comme le grand vainqueur de cette crise, mais de facto, c'est Bennett et Aryeh Deri qui ont pris les commandes. Ils ont poussé M. Netanyahou à abandonner l'idée de procéder à des élections avant les grandes vacances, et de ce point de vue, c'est un échec pour le Premier ministre qui, par contre, a stabilisé sa coalition et peut espérer continuer à gouverner, dans l'absolu bien entendu, jusqu'en 2019. Le second grand titre dans la presse et les médias israéliens de ces 24 dernières heures, c'est incontestablement cet attentat contre le Premier ministre palestinien Rami Abdallah, qui s'est produit alors que celui-ci venait à peine de pénétrer dans la bande de Gaza pour participer pour la première fois à une cérémonie officielle dans Gaza, une cérémonie d'inauguration. Un engin piégé a explosé au passage du convoi dans lequel se trouvait le Premier ministre palestinien et le chef des services de renseignement de l'autorité palestinienne. Ils n'ont pas été blessés eux-mêmes, mais 4 de leurs gardes du corps ont été touchés. Cet attentat prouve, selon les commentateurs, l'incapacité du Hamas à faire régner l'ordre et semble sceller le sort de la prétendue réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Les journaux soulignent qu'au sein du Hamas, on tente de sortir de l'embarras provoqué par cet attentat en pointant un doigt accusateur, bien entendu, en direction de l'État d'Israël. Mais l'autorité palestinienne elle-même accuse le Hamas d'être responsable. Dans le Israël Hayom, le professeur Eyal Zisser, orientaliste, considère que le Hamas n'est pas véritablement intéressé par une réconciliation. Ce qu'il veut, c'est le soutien financier de l'autorité palestinienne pour faire face à ces difficultés actuelles et à la dégradation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Et quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, il s'avère que le pouvoir du Hamas dans Gaza est un échec sur toute la ligne, en particulier sur ce dont le mouvement intégriste semblait être le plus fier, sa capacité à garantir une forme de sécurité. Il faut noter que les quotidiens israéliens mentionne également, dans le cadre de la situation humanitaire dramatique dans la bande de Gaza, la réunion hier à la Maison-Blanche de représentants des pays arabes modérés, sunnites modérés, et des Israéliens pour tenter de trouver une solution à cette crise humanitaire qui sévit dans la bande de Gaza. Les journaux font remarquer l'absence très notable des Palestiniens qui ne pardonnent toujours pas à Donald Trump d'avoir reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël le 6 décembre dernier. Le site Ynet dresse ce matin une liste des suspects qui auraient eu un intérêt à attenter à la vie du Premier ministre palestinien. Il y a les salafistes qui veulent embraser la région, mais aussi Mohamed Dahlan qui voudrait reprendre le pouvoir au sein de la direction palestinienne, et puis il y a le Hamas qui voudrait faire ainsi passer ses propres messages, et peut-être même l'autorité palestinienne elle-même, alors que celle-ci semble se préparer à l'après Mahmoud Abbas. Le Maariv, lui, dresse un portrait du nouveau secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui remplace à ce poste depuis hier Rex Tillerson, le secrétaire d'État qui a été limogé par le président Trump sous forme à la suite de très profondes divergences de vues concernant en particulier le dossier du nucléaire iranien. Le Maariv souligne que Pompeo est un véritable ami d'Israël et l'une des personnalités américaines qui critique le plus l'accord de Vienne avec l'Iran. C'est probablement l'un des atouts qui ont conduit Donald Trump à le désigner donc à ce poste de secrétaire d'État américain. C'est en tout cas la présentation qu'en fait ce matin Michael Oren, qui fait ambassadeur d'Israël aux États-Unis et qui est aujourd'hui vice-ministre dans le gouvernement Netanyahou. Oren a expliqué qu'il y a à Washington 2 types de secrétaires d'État, ceux qui s'alignent automatiquement sur la politique du State Department et ceux qui arrivent avec leur propre approche. Mike Pompeo, qui a été jusqu'à hier le patron de la CIA, appartient selon lui à la seconde catégorie.
Et puis le site du Makor Rishon nous présente une enquête qui révèle qu'un quart des Israéliens estiment que dans les prochaines années, bien, le Premier ministre de l'État d'Israël sera religieux. Yair Shalev, qui est à l'origine de cette enquête, a écrit un livre sur le sionisme religieux, entre la locomotive et le wagon. C'est le titre de ce livre, qui situe la place du sionisme religieux dans la société israélienne et la volonté de cette communauté sioniste religieuse de plus en plus solide d'influer sur la vie dans la société israélienne. Et dans le cadre de cette enquête, Yair Shalev donc a réuni autour de la même table le Rav Uri Cherki, le professeur Yedidia Meir, qui est un célèbre juriste israélien et vice-président de l'Institut pour la démocratie israélienne, et la journaliste Sarah Etzni Cohen, pour un véritable dialogue sur la place de cette mouvance sioniste religieuse dans la société israélienne. Un article très intéressant à découvrir. Selon cette enquête, 53% des Israéliens craignent pour diverses raisons que le Premier ministre soit religieux, contre 41 qui le souhaitent. Le site Ynet a annoncé sur sa page d'ouverture ce matin la mort du célèbre astrophysicien Stephen Hawking à l'âge de 76 ans. Hawking, qui a été paralysé, a passé la majeure partie de son existence dans une chaise roulante informatisée, était de renommée mondiale pour sa fameuse théorie sur le trou noir, entre autres. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par le Yediot Aharonot, qui fait sa propre promotion et annonce que dans son édition du vendredi, eh bien, ses lecteurs pourront être les premiers à lire les bonnes pages de la biographie ou l'autobiographie d'Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre, qui a été Premier ministre dans le milieu des années 2000 et qui a passé ensuite 18 mois en prison dans le cadre d'une affaire de corruption, après avoir été reconnu coupable de corruption, et qui relate donc ses instants de gloire dans cette autobiographie, mais également ses périodes particulièrement sombres et les périodes de sa détention dans la prison de Maasyahu à proximité de Rabelais. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et j'espère que nous aurons enfin un invité pour commenter donc cette actualité politique après après que la crise ait été réglée, la crise politique de ces derniers jours ait été réglée hier soir in extremis, avant que des élections anticipées ne soient proclamées. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.